a une parité aussi au niveau du Conseil des collectivités locales dans le bureau. Il n'y a pas le nombre de femmes, il n'y a pas le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc c'est un peu comme ça, c'est ça la parité. Vous prenez, il y a égalité entre les hommes et les femmes dans les instances. Ici, ce n'est pas dans le cadre simplement du conseil, mais c'est dans le cadre des commissions. Et le recours avait été concerné la commission. Et je crois que la Cour suprême a donné gain de cause à ceux qui avaient fait un recours pour dire qu'il faudrait que maintenant, dans les commissions, qu'il y ait une part égale entre hommes et femmes dans la commission. Et vous posez la question maintenant pour dire, pour dire pourquoi, en réalité, on n'a pas appliqué cette décision de justice. Vous avez raison. L'État doit appliquer cette décision de justice. Il y a ce qu'on appelle l'exécution de la décision de justice. Et même s'il n'y a pas cette exécution, si cette décision n'est pas exécutée, on doit contraindre les gens l'État doit contraindre les gens à exécuter cette décision de justice. Donc je ne sais pas, mais en réalité, il y a une réforme sur l'exécution des décisions de justice qui est prévue par la réglementation. Donc c'est un peu ce que je voulais dire sur ça. L'exécution de la décision de justice, peut-être que Boiré complétera tout à l'heure cette histoire sur la décision pour voir où ça en est avec la réglementation. Mais en réalité, quand il y a un recours et qu'il y a une décision annulée, l'État doit, les services de l'État doivent, les services judiciaires doivent pouvoir prendre des dispositions pour exécuter cette décision de justice. C'est ça un peu la réponse que je voulais faire. Maintenant, je vais passer la parole aux intervenants. Vous intervenez comme vous voulez. C'est peut-être Thiam ou bien Boiré. Voilà. Si Thiam doit partir, Thiam n'a qu'à commencer. Ensuite, maintenant. Je dois vraiment m'excuser parce que j'étais intéressé aux réponses qu'il apporterait. Simplement, j'ai une contrainte. Si vous partez, il prendra votre sandwich. Oui, je le donnerai volontiers. Je vais être très très bref. C'est pour poursuivre justement sur cet objet de la parité parce que quelque part je l'avais un peu. Ah, elle est partie, c'est dommage. Waaw elle a posé la question et elle est partie. waaw xam naa ko dama ne ci salle bi génn gu ma nee naa ko dama xaar bu ma génne danaa génn dama xaar danaa génn dama génn dama. Donc on va sauter. Non, on ne va pas sauter la question. Non, na toog xaar danaa ñëw dama ne ci salle bi mënaguma génn damay présider benn séance. La question est vraiment intéressante. Elle est très intéressante. En vérité, l'état de droit ne souffre pas. L'État est un assujetti au même titre que le citoyen. C'est l'un des éléments essentiels qui détermine un état de droit lorsqu'il est soucieux, pour ne pas dire soucieux, de vraiment se plier aux décisions de justice. Sinon, l'autorité ou le pouvoir judiciaire en perd toute sa crédibilité et on reste dans l'éternel schéma des pouvoirs exécutifs omnipotents. Et donc, et c'est ce qui fait dire que tout le monde vraiment, sur ce plan-là, commet la faute. Lorsqu'on doit modifier, changer, faire progresser, réformer, on se tourne toujours vers l'exécutif. On dit le chef de l'État, confondant chef de l'État, président de la République, et attendant tout de lui, et comme lui donnant pieds et poings liés, notre destin en ses mains. Et on veut le contraire en même temps. Il y a quand même un paradoxe. L'État est soumis aux décisions de justice. Et justement, l'État doit veiller à les respecter. À défaut, tous ceux qui ont pouvoir de le faire doivent le faire. Il se trouve en l'occurrence que sont mises en cause l'Assemblée nationale d'une part et une autorité de régulation. Parce que je vous rappelle, s'agissant de cette fameuse communauté rurale, de cette fameuse collectivité locale, pour laquelle la parité a été publiquement remise en cause, c'est la Sénat, c'est l'autorité de régulation elle-même qui a validé le statut illégal. Et c'est tout l'intérêt de voir qui pour juger les régulateurs ou qui pour réformer les fautes des régulateurs. Il y a des matières sur lesquelles les actes des régulateurs sont réformables, mais c'est l'autorité judiciaire. Il faut retourner au pouvoir que vous permet, au recours que vous permet la justice. Et les autorités supranationales, lorsque les États faillissent à leurs engagements sur certaines matières, c'est aussi simple que ça. Cela dit,
il faut remonter à la loi même et à sa pertinence. Vous voyez la complexité du problème. Cette loi pose problème. Une loi, on ne légifère pas en allant un siècle devant sa société et en laissant le substrat culturel, l'ordre d'évolution normale de la société de côté pour anticiper et cavaler, croyant qu'on a fait des pas. On se rend compte qu'on fait reculer la matière. Je laisse entier ce problème pour ne pas aller au-delà, mais à mon avis, c'est plus qu'un problème politique, c'est plus qu'un problème juridique. Cherchons maintenant quelle nature de problème c'est, parce que tout de même, les chevaliers et chevalières de la parité, tout comme les personnes attachées à l'état de droit, devraient, à mon avis, repenser plus sérieusement cette question-là. Parce que quand l'État est là, commet non seulement le défaut de ne pas respecter l'autorité judiciaire, mais cautionne même l'illégalité, on se pose des questions. Là, je ne parle pas comme autorité, je parle strictement à titre personnel, soit dit en passant, sur cette matière-là. C'est juste le citoyen qui apprécie une matière et qui parle. Du reste, du point de vue de l'autorité de régulation qui est le médiateur, et c'est là où c'est intéressant, les États, quelle que soit la disposition, qu'elle soit interne ou supranationale, ne peuvent être exécutés du fait d'un principe fondamental, la continuité de l'État. On ne peut pas mettre quand même l'autorité de l'État dans une situation où l'État faillit. Parce qu'on se trouve dans ce cas dans l'anarchie. Celui qui subit un tort le règle lui-même. L'État, on le préserve. Mais on ne le préserve pas pour sortir des normes de la loi. On le préserve pour continuer et dès qu'il est relativement stable, pour se soumettre à la loi. Précisément, dans un certain nombre de pays, le pouvoir d'injonction est donné aux régulateurs que sont les médiateurs pour pouvoir contraindre par, non pas une voie forcée, mais amener l'État sur la matière de l'exécution des décisions de justice devenues définitives, c'est-à-dire revêtues de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire lorsque l'État aura été condamné et définitivement toutes les voies de recours ayant été épuisées, l'État est tenu de s'exécuter. Sinon, le médiateur peut, entre guillemets, l'obliger, faire exécuter. De la même manière que pour les collectivités locales, lorsqu'elles refusent de régler une créance, on procède à ce qu'on appelle l'inscription d'office. C'est-à-dire, dans votre budget, on inscrit votre dette et cette dette, elle est directement transférée à votre créancier pour que la dette puisse être éteinte. Cela est très important, c'est-à-dire la régulation de l'État. Je voulais, sur une question qui a été soulevée maintenant, donner un avis, c'est sur la médiation pénale. C'est moins votre cri du cœur qui m'anime, mais je le répète, si on ne veut pas assister à ce qui se passe aux États-Unis, ou même lorsque vous regardez quelqu'un, ceci c'est une personne de notre sexe, de façon insistante, elle peut vous traîner devant un tribunal, faisant le bonheur des avocats, ce qu'on appelle une société judiciarisée. Vraiment, vous frôlez quelqu'un dans l'ascenseur, oh, au secours, j'ai été victime d'une tentative de viol ou d'abus, ou bien vous dites à votre enfant, mais n'injuriez pas, tenez-vous correctement, il appelle le 911, vous connaissez le fameux 911, c'est le fameux numéro qui concerne la police secours. On vient pieds et poings liés, on vous menotte devant votre enfant pour persécution à enfant. Oui, c'est les sociétés où tout se règle par les avocats vraiment vivent grassement, excusez-moi maître, professeur, parce que tout est matière à aller au tribunal. Il faut éviter qu'une société, certes, les spirales du droit pénal savent que toute société est criminogène, par nature et par essence. Mais il faut éviter de tout résoudre par la loi. Surtout dans des sociétés où la solution ne doit pas laisser un perdant. Ce qu'on appelle one and lost, tout le monde doit gagner. Et c'est en cela qu'il faut chercher la solution qui évite non seulement certaines formes de publicité, mais des blessures après. Il faut, après avoir réglé le problème, les gens puissent vivre ensemble et aller ensemble. Que ce soit la matière politique ou la matière pénale, etc. Lorsque une personne est convaincue d'un certain nombre de comportements normaux, cette personne doit rendre compte. Mais si on trouve une solution qui permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de récupérer, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas de priver quelqu'un de liberté ou de le blesser. Le mal est fait. Mais il faut éviter maintenant d'enfoncer le mal, c'est de négocier. Mais de ne pas négocier de façon partiale, négocier de façon très raisonnable pour préserver les intérêts publics. Je le dis moi parce que je suis, contrairement à vous, attaché
à la notion de médiation, quelle qu'en soit la matière. Maintenant, il y a des limites où, lorsqu'on est dans la procédure judiciaire, on ne peut plus l'arrêter, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Mais il faut bien un temps à la justice, mais il ne faut pas que le temps de la justice aussi ramène à des siècles après les faits. Ça, c'est juste une sorte de mesure qu'il faudrait savoir garder. Alors, oui, une fois la médiation pénale réglée, une fois vraiment les réformes, parce que c'était ça l'objet de notre société, il nous faudrait, à mon avis, et ça c'est M. Fall qui m'en a donné l'inspiration, il y a une situation assez paradoxale. Les institutions de prévoyance et de protection sociale sont sous la coupe réglée de syndicats. Syndicats patronaux et syndicats de travailleurs. Et personne ne régule ce secteur. D'ailleurs, je me suis surpris à constater un président du conseil d'administration qui annonce des mesures de réforme, qui prend les micros, annonce des décisions de gestion. Où est-ce qu'on a vu un président de conseil d'administration gérer à la place du directeur général ou des organes qui en sont compétents? Je l'ai constaté à l'IPRES, je l'ai constaté à la Caisse de sécurité sociale, et c'est les mêmes qui se passent d'ailleurs, ces présidences-là, avec ce qui en découle. C'est une forte anomalie. Il appartient à l'État souverain d'organiser le secteur, parce que c'est un secteur quand même d'importance vitale. Et dans ce cadre, les syndicats, quels patronaux ou de travailleurs, ont un rôle. Mais ce n'est pas un rôle de dictature et de management. C'est un rôle de partie prenante, d'acteurs du secteur. Et ça, je pense qu'il y a un désordre qu'il faudrait vraiment corriger très rapidement, parce que c'est important. C'est extrêmement important. Cela dit, la notion de code unique est une notion fondamentale. Il faut aller vers une réforme. Il faut avoir un texte de référence. Deuxièmement, il faut éviter ce que j'appelle les inégalités fortes. Parce que vous êtes retraité de la fonction publique, donc de l'État, vous pouvez avoir une pension 4 fois supérieure aux retraités du secteur privé. Il ne s'agit pas d'être timide, il faut harmoniser et trouver les moyens d'harmoniser. Sinon, nous sommes dans l'injustice, pour ne pas dire dans l'inéquité criarde. Je vous remercie et m'excuse si j'ai... Merci. Oui, je vous remercie. Voilà, la première question est la suivante. La Cour juge les comptes, est-ce qu'elle juge les comptables? Je crois que c'est la question. Alors, il y a un système assez original concernant le jugement des comptes des comptables publics. C'est qu'il y a une double juridiction sur les comptables. La juridiction de la Cour et la juridiction du ministre chargé des Finances. Il y a la formule qui dit que la Cour juge les comptes et non les comptables. Parce qu'il y a une responsabilité objective dont l'appréciation incombe à la Cour et une responsabilité subjective qui incombe au ministre chargé des Finances. Donc une double juridiction sur le comptable. La responsabilité objective, c'est que la Cour apprécie des éléments objectifs. Des éléments objectifs qui sont contenus dans le compte de gestion du comptable. Alors si par exemple un comptable public ne parvient pas à justifier une dépense publique parce que, par exemple, son poste comptable a fait l'objet d'un incendie. Donc, il est dans l'incapacité de produire la pièce justificative de la dépense. Alors, comme sa responsabilité devant le juge des comptes est objective, la Cour des comptes sera obligée de le mettre en débit. Donc, il va engager sa responsabilité. Alors, mais le comptable mis en débit, c'est-à-dire le comptable qui se verra dans l'obligation de rembourser de ses deniers propres le montant de la dépense, parce qu'il n'a pas pu produire la pièce justificative, le comptable peut, après que la Cour l'ait déclaré en débit, se retourner, aller voir le ministre des Finances pour avoir une décharge de responsabilité. Donc la Cour juge les comptes, le ministre des Finances juge les comptables.
La question suivante concerne les rapports de la Cour des comptes. Je crois que la question pose le problème de l'utilité des rapports de la Cour. Alors, il faut, à cet égard, rappeler l'objet de ces rapports. Ils entrent dans l'une des missions de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes a une double mission. Une mission de contrôle et une mission d'information. Alors, la mission de contrôle, il y a un contrôle juridictionnel sur les comptables et sur les gestionnaires, et une mission de contrôle non juridictionnel, ce qu'on appelle le contrôle de la gestion. Alors, après avoir exercé ces activités de contrôle, la Cour doit rendre compte de ces activités. Donc, c'est la mission d'information. Information à l'égard du Parlement, par la production d'un certain nombre de documents, et information également du citoyen. Alors, les rapports publics sont destinés à l'information du citoyen. Autrement dit, c'est une mise en œuvre du principe constitutionnel que tout citoyen a le droit de demander compte à un administrateur de sa gestion. Donc, c'est la mission d'information du citoyen qui est extrêmement importante, et ces rapports ne dorment pas dans les tiroirs, dans la mesure où ils sont publics. Et ces rapports figurent même dans le site de la Cour. Donc, ils ne dorment pas dans les tiroirs. Enfin, la troisième question est relative à, selon l'auteur de la question, il n'y a pas de problème, parce qu'il estime que transposer la directive UEMOA dans l'organique n'a rien de contraire au droit. Alors, il faut rappeler que le principe est que chaque État membre de l'UEMOA transpose une directive en respectant les exigences de son droit national. Or, il y a effectivement un problème lorsque la directive n'est pas transposée dans la Constitution. La directive est transposée dans une loi organique. Or, comme je l'ai dit dans l'exposé, la directive a comme conséquence au niveau du Sénégal, de son ordre juridique interne, créer une nouvelle catégorie de lois financières. Parce que jusque-là, les différentes catégories de lois sont prévues par la Constitution. Alors, si une directive communautaire a pour conséquence la création d'une nouvelle catégorie législative, il faut absolument, au préalable, modifier la Constitution avant de la transposer. Or, comme loi de programme, la Constitution ne prévoit que les lois de programme qui sont relatives à l'État. Or, ici, il s'agit d'une loi de programmation qui intéresse l'ensemble des finances publiques, les finances de l'État, des collectivités locales, des EPA, des entreprises publiques et des organismes de protection sociale. Donc, il faut créer une nouvelle catégorie législative. Elle n'existe pas, il faut modifier la Constitution à cette fin. Je crois, M. le Président, avoir répondu. Ça a été clair. Voilà. On va passer là. Merci beaucoup, le professeur Yohane. On va passer la parole au professeur. Oui. À M. Fall. On est des invités. C'est nous qui invitons. M. Fall d'abord. Voilà, merci beaucoup. Et commencer d'abord par la question de M. Ousmane Sissi qui a posé le problème d'arrêt de paiement de salaire. Donc, je vais d'abord rappeler les missions de l'inspection du travail. L'inspection du travail a essentiellement deux missions principales. La première mission, c'est une mission de contrôle. Une mission de contrôle de tous les entreprises, de tous les établissements où les travailleurs sont employés. Donc, l'inspecteur se doit d'élaborer un programme de contrôle. Ces contrôles peuvent être inopinés, ces contrôles peuvent être programmés.
La deuxième mission, c'est une mission de conseil. C'est-à-dire un travailleur qui se rend compte peut-être que dans son bulletin de salaire ou bien dans l'exercice de son travail, se rend compte que quelque part peut-être il est lésé, il a la latitude de venir voir l'inspecteur du travail pour prendre conseil. Et l'inspecteur a l'obligation de le conseiller. L'employeur également, qui est dans son entreprise, qui est confronté à un problème, il peut venir voir l'inspecteur du travail pour demander conseil. La convention 81 de l'OIT ne détermine que ces deux missions. Maintenant, selon les pays, on peut adjoindre d'autres missions. Par exemple, au Sénégal, il y a une troisième mission qu'on a attribuée à l'inspection du travail, c'est la mission de conciliation. La conciliation, c'est quoi? Lorsque, par exemple, il y a un différend individuel entre un travailleur et son employeur, avant même 1997, le travailleur pouvait aller au tribunal, Donc, un différend individuel de travail, l'autorité compétente, c'est le tribunal du travail. Maintenant, à l'époque, il y avait un engorgement au niveau des tribunaux qui faisait qu'un travailleur, lorsque il déposait une plainte au niveau du tribunal, il pouvait rester 4 ans, 5 ans, sans pour autant que l'affaire soit jugée. C'est pourquoi le Code de 97 a prévu que maintenant, que le travailleur peut, s'il le désire, saisir l'inspecteur du travail pour que l'inspecteur du travail fasse une conciliation. Maintenant, ce n'est pas une mission obligatoire parce que la conciliation, même si l'inspecteur convoque l'employeur et le travailleur pour les entendre, l'employeur peut dire que moi, je ne suis pas disposé à me concilier. Donc, il faut transmettre le dossier au niveau du tribunal. Donc, l'inspecteur n'a pas les pouvoirs pour juger, n'a pas une attribution en matière de conciliation. Donc, les deux missions de l'inspecteur, c'est la conciliation, c'est le contrôle, c'est le conseil. Maintenant, le problème que vous posez, c'est que les travailleurs peuvent être confrontés à des problèmes d'arriérés de salaire. Bon, là également, il y a un déficit d'information parce qu'un travailleur qui n'a pas perçu son salaire jusqu'au 8, parce que l'employeur a l'obligation de payer le salaire au plus tard le 8 du mois. Si on a travaillé le mois de janvier, au plus tard le 8 février, votre employeur doit vous payer votre salaire. S'il ne vous a pas payé votre salaire, vous avez la latitude d'aller au niveau du tribunal. Maintenant, en 1997, on a instauré ce qu'on appelle le référé social. C'est-à-dire qu'il y a des affaires qui sont urgentes. Le fait pour un travailleur de percevoir son salaire, qui doit faire face à ce problème de loyer, de charges familiales, on ne peut pas attendre 2 ans, 3 ans pour qu'on paye son salaire. Donc, on a instauré au niveau du tribunal du travail un référé. C'est une instance qui va se réunir de manière urgente dans la semaine ou bien dans les 15 jours pour statuer définitivement, pour prendre une décision donc exécutoire à l'encontre de l'employeur qui n'a pas payé donc, ces arrêts. Maintenant, il se trouve, les travailleurs ne connaissent pas. Bon, les syndicats également n'ont pas fait suffisamment de travail pour informer les travailleurs, donc pour que dans ces cas de figure, qu'ils puissent donc user de ce moyen. Maintenant, cette question pose également le problème des pouvoirs juridiques. Est-ce que les inspecteurs du travail ont assez de pouvoir pour mener leur mission? Parce que donner à quelqu'un la mission de contrôle, alors qu'en réalité, s'il contrôle, même s'il se rend compte qu'il y a des violations donc, de la législation du travail, l'inspecteur ne peut que faire des observations. Si l'employeur refuse, il peut faire une mise en demeure et l'envoyer au procureur de la République. Le procureur, maintenant, c'est à lui de voir si c'est opportun de poursuivre ou pas. Maintenant, à ce niveau, il y a des problèmes parce que les procureurs, la plupart du temps, ils sont plus prompts à régler peut-être des problèmes de criminels, des gens. Rarement, ils ne se prononcent sur des affaires de contentieux entre, en tout cas, un employeur qui ne respecte pas la législation. Donc là, il y a un problème à régler à ce niveau. Faire de telle sorte que les contentieux sociaux liés à la violation du Code du travail et de la législation par les employeurs soient traités de manière beaucoup plus diligente par le procureur. Donc là également, c'est un aspect. M. Moussagnan a posé le problème des lourdeurs au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc par rapport surtout en cas d'accident de travail, il faut là également comprendre qu'un accident du travail, c'est un accident qui est survenu à l'occasion du travail. C'est-à-dire si on s'est blessé le dimanche en jouant au football, si on a la jambe qui est cassée, ce n'est pas un accident de travail. L'accident de travail doit survenir au niveau du lieu de travail. Par extension maintenant, un accident de travail qui travaille le matin
qui va au travail le matin. Durant donc son transport jusqu'au lieu de travail, s'il est victime d'un accident, cet accident est qualifié d'accident de trajet. Il est assimilé à un accident de travail. C'est l'accident de trajet. Mais il faut que le chemin soit direct. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, habiter à Castor, par exemple, et travailler à Dakar. On descend le soir, on a un accident à Mbao, là, vraiment, la caisse sociale ne va pas véritablement vous prendre en charge. Donc c'est ce qui fait que lorsqu'il y a accident de travail, il n'est pas dit que dès le lendemain on va être pris en charge. Donc on peut être pris en charge peut-être par rapport aux soins pour le moment, mais s'il y a une rente à payer ou quelque chose de ce genre, il faut une enquête minutieuse pour voir si l'accident a eu lieu dans le lieu de travail. Est-ce qu'il n'y a pas un tiers qui est à l'origine de l'accident? Peut-être c'est un meurtre ou bien quelque chose de ce genre. Peut-être qu'il y a eu un règlement de compte. Dans ce cas de figure, ce n'est pas un accident de travail, c'est un meurtre. Donc, il y a une enquête à faire. Donc, cela pose le problème de la célérité du traitement des dossiers au niveau de la caisse. Donc, cela devrait entrer dans le cadre des réformes. Je donne un exemple par rapport au journalier. Le journalier, il se lève le matin, il va au travail. Il n'est pas sûr, bon, peut-être d'avoir du travail. Mais il y a des journaliers qui sont des journaliers entre guillemets permanents. Ce journalier-là qui va le matin, qui va travailler, s'il est victime d'un accident, il n'est pas pris en charge parce qu'on considère qu'il n'est pas un journalier parce qu'il n'a pas commencé à travailler. Donc la caisse ne paye pas, ne considère pas un accident de trajet d'un journalier, la caisse ne prend pas en charge. Mais nous, on a décelé que peut-être on peut défendre que le matin, en allant au travail, si on est victime d'un accident, ce n'est pas un accident de travail. Mais par contre, le journalier qui descend de son lieu de travail, qui va rentrer chez lui, qui est victime d'un accident de travail, par contre, cet accident-là doit être pris en charge. Parce que ce travailleur-là, ce journalier-là, il a fait sa journée de travail. Donc, on ne doit pas le priver de, plus ou moins, de sa prise en charge. Donc là, le code actuel, les dispositions actuelles de la caisse ne permettent pas aux journaliers d'être pris en charge. Donc, il faudrait réformer les textes de la caisse donc, dans ce domaine. Monsieur Adolphe a posé le problème de l'équation entre la formation et l'emploi. C'est un problème qui est général au niveau des pays en voie de développement et c'est un problème qui est lié surtout au fait qu'on n'accorde pas d'importance à la formation professionnelle. La plupart du temps, c'est l'enseignement général. Les gens ils vont à l'école, ils ont du BFM, ils vont au bac, ils vont à l'université. Alors qu'en réalité, mais la finalité même de l'enseignement ou bien de tout ça, mais c'est d'avoir un travail. Et pouvoir occuper un poste de travail rémunéré. La fonction publique, l'État ne peut pas recruter tous les gens qui sont au Sénégal qui ont un diplôme. Ça, ce n'est pas la vocation de l'État. L'État doit tout simplement recruter parce que peut-être il doit faire face à ses obligations. L'État doit avoir des fonctionnaires, l'État doit avoir des inspecteurs. Donc c'est ça. Donc l'État n'a pas pour vocation de recruter toutes les personnes qui sont en âge de travailler. Ce sont les entreprises plutôt qui ont pour vocation de recruter les gens. Donc il faudrait maintenant, dans la politique d'éducation et de formation professionnelle, faire de telle sorte que les gens, lorsqu'ils ont une éducation, une formation professionnelle, mais pour qu'ils puissent à la fin de cette formation mais disposer d'une qualification. Donc ça repose toujours le problème de l'université. Est-ce qu'il est opérant jusqu'à présent véritablement d'orienter tout le monde à l'université? Tous les gens qui ont le bac, ils doivent aller à l'université. Est-ce que les entreprises, le profil qui est recherché au niveau des entreprises, est-ce que ce profil-là, il est adéquat, il est conforme à celui qui est au diplôme qui sont délivrés dans les entreprises, donc au niveau de l'université. Donc c'est une problématique à laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Les pays où véritablement la problématique du chômage et du sous-emploi est prise en charge, c'est au niveau de la formation professionnelle. Donc, il faut faire de telle sorte que, peut-être on a besoin d'universitaires, on a besoin de professeurs d'université, on a besoin de gens qui auront fait l'université pour enseigner dans les écoles et autres, mais ce n'est pas la majorité, donc les bacheliers qui véritablement vont pouvoir cette chose. Donc, c'est un problème global, donc il faudra. Donc, et je donne l'exemple de la chaudronnerie. Actuellement, il y a des entreprises qui ont besoin de chaudronniers, mais qui n'en trouvent pas. Donc, ils n'en trouvent pas au Sénégal, qui sont obligés d'aller recruter du personnel hors du Sénégal. Le chantier, par exemple, de Linguère-Matam, lorsqu'on construisait la route, il y a eu
parce qu'il y a un principe qui veut que lorsqu'on doit recruter, il y a la priorité de la main-d'œuvre locale. Lorsqu'on, par exemple, on ouvre un chantier à Linguère, on doit d'abord recruter les gens qui sont à Linguère. Si on n'en trouve pas, si on ne trouve pas de gens qui soient en mesure d'occuper ce poste, on doit prendre au niveau de l'OA, et ainsi de suite. Mais ce principe n'est même pas opérationnel parce que la plupart du temps, un chantier qui s'ouvre, ou bien une mine par exemple, les industries minières qui sont à Kédougou, mais les gens, les ressortissants de Kédougou ne peuvent pas occuper les postes. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens sont obligés soit de prendre des gens des autres régions qui viennent travailler là-bas, ou bien même de recourir à une main-d'œuvre étrangère qui va venir travailler. Donc cette problématique-là, elle est toujours là. Il faudrait que, d'une manière ou d'une autre, que les pouvoirs publics, en relation avec notamment les décideurs, puissent la prendre en charge. Alassane Dia a posé la problématique de la productivité du travail. Cette problématique pose la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'on travaille assez au Sénégal? Je donne l'exemple des t-shirts. Il y a une entreprise à Diourbel qui avait un employeur qui, au début, était dans la friperie, c'est-à-dire il importait de la friperie. Après, bon, il faisait un reconditionnement et il revendait. À un moment donné, il a joué nécessaire véritablement, en tout cas, d'ouvrir un établissement pour confectionner des t-shirts, pour vendre aux États-Unis. Mais il était confronté à un problème. Il a fait des tests. Il a pris tous les tailleurs de Diourbel. Il voulait prendre des tailleurs. Donc il a fait des tests. Tous les tailleurs de Diourbel sont venus. On a procédé aux tests, mais la plupart des tailleurs ne pouvaient pas satisfaire aux normes parce qu'ils ne pouvaient pas être plus compétitifs que les tailleurs indiens. Or, le concurrent de cette entreprise, mais sont des entreprises indiennes, des entreprises chinoises. Donc, cela pose le problème de la productivité. Si on veut avoir de la valeur ajoutée, il faudrait que nos entreprises puissent être aussi compétitives que les entreprises des autres pays. Et cela pose le problème de la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre dont nous disposons au Sénégal, est-ce qu'elle est assez productive pour permettre aux entreprises d'avoir véritablement des facteurs de production qui sont maîtrisés et qui soient à la même hauteur que ceux des autres entreprises? Il a posé, donc la problématique de la productivité du travail, quand même, c'est une problématique sérieuse, peut-être qui nécessite même des recherches assez particulières. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que le ministère du Travail peut prendre en charge. Peut-être qu'il y a des sociologues qui doivent être mis à disposition, mais c'est un problème majeur. Parce que cela pose même le problème du salaire, parce qu'au Sénégal, on a pris l'option, lorsqu'on paye, c'est un salaire horaire. C'est-à-dire qu'il y a un salaire minimum horaire. Lorsqu'on emploie quelqu'un, on doit lui payer au moins un salaire horaire de temps. Mais ça ne règle pas le problème parce que on peut travailler pendant 1 heure, faire 10 t-shirts, alors que l'Indien, lui, le tailleur indien, il fait 20 t-shirts en 1 heure de temps. Donc il y a lieu même de revoir la rémunération. Est-ce qu'on doit toujours continuer à rémunérer les travailleurs de manière horaire, en sachant que peut-être, bon, s'ils ont, la plupart du temps, s'ils ont un contrat à durée déterminée, bon, ils se disent que bon, c'est fini, bon, donc comme le salaire est assuré, il n'y a pas de souci. La problématique de la grève, c'est un principe qui est là. Lorsqu'on ne travaille pas, on n'a pas droit à un salaire. C'est valable aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. Maintenant, le problème de l'application, c'est là, peut-être cela se pose. Au niveau du secteur privé, c'est appliqué. Quand des travailleurs déposent un préavis de grève, ils vont en grève. Pendant tous ces jours, ils n'ont pas travaillé. L'employeur ne paye pas de salaire. Maintenant, qu'en est-il maintenant des fonctionnaires? Là, peut-être c'est une question qui est là. Les enseignants, ils vont en grève, mais l'État a peur plus ou moins de couper les salaires. Parce que peut-être c'est un droit qu'a l'État, parce que quand on travaille, on n'a pas droit de salaire, mais c'est un problème de rapport de force. Parce que la plupart du temps, les syndicats d'enseignants, après avoir fait la grève, si l'État tente de couper les salaires, bon, ils vont dans la surenchère, ils font faire durer la grève, et l'État va reculer également. Donc, il faut comprendre que l'attitude de l'État est différente de l'attitude d'un employeur qui a des obligations de productivité, alors que l'État a une vocation beaucoup plus sociale. Donc, mais quand on va en grève, quand on ne travaille pas, on n'a pas droit à un salaire. Par rapport au minimum vieillesse, bon, là, il pose, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réaliste? Mais il faut toujours se placer dans la perspective de l'obligation pour l'État de permettre à tous les citoyens de disposer de revenus qui puissent leur permettre de vivre décemment. C'est ça. Cela va même au-delà même du travail décent ou bien du droit au travail.
Donc si quelque part, la plupart des gens, des personnes âgées, ne disposent pas de revenus, quelque part, ça pose un problème public. Donc ce qui justifie que, en plus de la pension minimale, qui s'adresse aux gens qui ont travaillé et qui vont à la retraite, auxquels il faut assurer une pension minimum, quel que soit le nombre d'années où ils ont travaillé, une pension minimale qui permet au moins de vivre. Il faut aussi, à mon avis, permettre aux personnes âgées, peut-être qui n'ont pas travaillé. Et ce ne sont pas la plupart du temps des gens qui n'ont pas travaillé. Prenons le secteur rural, les paysans qui sont dans le secteur rural, qui n'ont pas d'employeurs, qui ont travaillé pour eux-mêmes, qui ont cultivé pendant des années, et ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de pension de retraite. Donc il faudrait également penser à cela. Et c'est également par rapport aux ressources dont dispose l'État, comment faire pour que ces personnes-là puissent au moins disposer de quelque chose. Donc c'est dans cette optique qu'il faut comprendre. Maintenant, la problématique entre emploi des jeunes, emploi des jeunes diplômés, est-ce qu'il ne faudrait pas plus privilégier les diplômés par rapport aux jeunes? Là, je ne suis pas de cet avis, parce que si vous prenez le Code du travail, le premier article, qu'est-ce qu'il dit? Que l'État doit faire tout pour donner un travail à tous les citoyens, en âge de travail. Là, il n'y a pas de distinction entre un diplômé ou un non-diplômé. Maintenant, l'État doit mettre en œuvre des stratégies spécifiques en direction de ceux qui ont des diplômes, des stratégies spécifiques à l'endroit de ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est un ensemble de stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour que toute personne en âge de travailler puisse disposer d'un emploi. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la question, mais ne pas opposer les jeunes des diplômés. Donc maintenant, les diplômés, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait faire de telle sorte que les diplômés aient une formation véritablement qui leur permet d'accéder au monde du travail. Enfin, la dernière question évoquée par le doyen qui est relative à la gouvernance des institutions de prévention sociale, il faut dire que par rapport à cette question, le Sénégal aussi se particularise par rapport à d'autres pays. Au niveau de certains pays africains, le président du conseil d'administration, les présidents du conseil d'administration des institutions de prévention sociale sont nommés par décret par le président de la République. C'est le président qui décide de qui sera PCA à l'IPRES ou bien à la caisse. Ça, c'est une option. Mais elle a des limites. Parce que si le président peut-être nomme un PCA quelque part, a la possibilité de nommer le PCA, a la possibilité de nommer le directeur général, mais l'État peut être tenté quelquefois, lorsque l'État n'a pas de ressources, l'État peut être tenté à prendre les ressources de ces institutions de prévention sociale. Alors que ces ressources, en réalité, ce sont des ressources qui doivent permettre à ceux-là qui cotisent, notamment en cas de risque, d'être pris en charge. Maintenant, l'autre revers, c'est qu'il ne faut pas également donner trop de pouvoir aux travailleurs et aux employeurs. Parce que là, en fait, c'est quoi? C'est que le principe de dialogue social veut que dans la gouvernance des institutions de prévention sociale, que l'on y associe les travailleurs et les employeurs. Parce que ce sont eux qui cotisent, c'est l'employeur qui cotise. On prélève également du salaire du travailleur et donc on reverse. Donc, ce sont eux qui sont concernés. Donc, il faudrait que dans la gestion du système de sécurité sociale, qu'ils soient associés. Maintenant, il faut faire un arbitrage pour faire de telle sorte que ni l'État, ni également les partenaires sociaux, lorsqu'ils sont impliqués, n'en fassent trop. Bon, au niveau des textes qu'on a actuellement, ces institutions de prévention sociale sont soumises à la fois à la tutelle technique du ministère du Travail, mais également à une tutelle financière avec le ministère de l'économie et des finances. Donc, je donne un exemple par exemple. Si au niveau du budget de la caisse de sécurité sociale, du projet de budget ou bien du budget de l'IPRES, si le ministre du Travail se rend compte qu'il y a des dépenses qui sont prévues et qui ne se justifient pas, le ministre du Travail, même si le conseil d'administration a adopté le budget, le ministre du Travail peut s'opposer donc à l'approbation de ce budget et demander à ce que le conseil d'administration se réunisse à nouveau pour proposer un budget cohérent. Donc ces institutions ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont soumises à la tutelle technique du ministère du Travail, à la tutelle financière maintenant du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, là, le problème qu'il faut poser, c'est que est-ce que ces institutions véritablement jouent le rôle qui devrait être le sien
par rapport à la prise en charge de la couverture des travailleurs. C'est ça la problématique. Il faudrait maintenant faire de telle sorte que ces institutions, parce que elles sont des institutions à qui on a confié. L'État peut à tout moment dire que maintenant on ne vous confie plus. Il suffit tout simplement que le ministre prenne un arrêté pour dessaisir la caisse sociale de la gestion des risques sociaux. Il suffit d'un arrêté pour que les presses ne soient plus responsables de la gestion des pensions. Donc il faut maintenant que aussi bien l'État que le patronat, que les travailleurs, véritablement, fassent de telle sorte que, puisque toutes ces instances, toutes ces parties sont représentées au niveau des conseils d'administration, ils fassent de telle sorte que ces institutions fassent le rôle qui est le sien au niveau de la prise en charge au niveau des travailleurs. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je crois que M. le Président s'est déjà restauré et avait commencé à entamer sa sieste. Donc je vais faire vite pour ne pas qu'il retourne dans sa sieste. Alors, pour revenir un peu sur le référé social, avant de répondre aux questions, le référé social que soulignait un peu Monsieur Fall. Alors, si vous dites un référé social qui doit être jugé dans la semaine ou dans la quinzaine, alors si déjà l'employeur n'a pas payé le salaire au bout jusqu'au 8, et vous rajoutez 15 jours pour payer le salaire, ça fait 23 jours, on n'est plus dans de l'urgence. Alors le salaire, c'est un élément de cohésion sociale, tout le monde connaît ce que ça sert au Sénégal pour plusieurs familles, donc il faudrait faire en sorte que le référé puisse être, la décision puisse être prononcée au bout de 3 jours, à la suite de la demande, plutôt qu'au bout de 15 jours. Oui, ça continue à être. Alors, pour revenir sur les questions qui m'ont été posées, M. Cissé Touré, alors, il y a en général les deux sortes de magistrats que nous avons, les magistrats du parquet et les magistrats des sièges. Les magistrats du parquet, vous ne pouvez pas les récuser. Par contre, ils peuvent engager leur responsabilité. S'ils commettent une faute, la responsabilité de l'État pour le fonctionnement de la justice de manière générale, ou s'ils commettent une faute, ils sont amovibles, donc ils peuvent être déplacés. Donc on peut les déplacer pour X raisons et ils n'ont pas à donner leur consentement. Par contre, en ce qui concerne les magistrats du siège, généralement vous avez deux possibilités. Ce qu'on appelle la récusation pour cause de suspicion légitime, ça veut dire que par exemple le président du tribunal a des liens de parenté ou à des liens d'amitié ou à d'autres liens confrériques, par exemple, ça a été jugé, alors, on peut suspecter légitimement qu'il puisse aller dans tel ou tel sens. Donc là, c'est véritablement un conflit d'intérêts qui se pose. Alors, il y a maintenant la récusation pour impartialité. Là, c'est de ça dont on parlait. C'est juste pour souligner que le principe fondamental d'une bonne administration de justice, c'est d'éviter effectivement que le magistrat du siège qui est chargé de donner la décision de justice, celui qui quand même siège et qui prononce sa décision, ne puisse faire état de ses préjugés contre la personne qui est poursuivie. Donc là, dans cette affaire, comme vous l'avez relevé, bon, c'est pas véritablement le code, mais bon, ça dénote quelque part qu'il a pris une position par rapport à tel cas. Alors, les avocats avaient justement demandé sa récusation. Et l'affaire a été portée devant la Cour suprême, qui a pris une décision de ne pas récuser le magistrat. Donc là, c'est la décision supérieure qui a été prise. Mais il faudrait voir les motivations de l'arrêt de la Cour suprême. Parce que la Cour suprême n'y est pas allée de mes temps pour rappeler à l'ordre ce magistrat-là. On s'attendait même qu'elle recuse le magistrat. Mais bon, finalement, elle a décidé de ne pas le faire. Donc c'est une décision de justice qu'il faut respecter. Alors, concernant les deux M. Niang, Mme Niang et M. Niang, il y a deux Niang sur la médiation pénale. Alors, la médiation pénale, Mme Niang est contre. Moi aussi, je suis contre, de manière générale. Parce que la médiation pénale, elle existe dans le Code de procédure pénale du Sénégal. Mais elle est faite pour ce qu'on appelle les infractions légères. Les infractions légères.
Parce que tout simplement, le procureur de la République dispose de ce qu'on appelle du principe d'opportunité des poursuites. Le procureur peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. S'il décide de ne pas poursuivre, il peut aller dans le sens de régler l'affaire entre les deux parties en proposant une médiation. Une médiation pénale, c'est ce qu'on appelle un mode alternatif de règlement des litiges. Mais ça se fait sous le couvert de la justice. D'ailleurs, même, il y a un autre élément qu'on peut relever en matière douanière. Lorsque les douaniers arrêtent quelqu'un, un trafiquant ou un contrebandier, etc., ils peuvent décider de transiger, ce qu'on appelle la transaction. Ça veut dire qu'ils préfèrent que le contrebandier paye les 2/3 de ce qu'il aurait dû payer à l'État, et ce sont donc des recettes qui vont rentrer dans les caisses de l'État, plutôt effectivement que de le conduire en prison. Mais si on revient à cette affaire de médiation pénale, la médiation pénale existe. En général, elle est faite pour les petites infractions. Et ici, on parle véritablement de milliards. Comme vous l'avez dit, quelqu'un qui aurait la possibilité de se débarrasser de 2/3 de 80 milliards ou de 2/3 de je sais pas moi, de 80 millions, c'est quelqu'un qui a la possibilité, alors que le délinquant de droit commun qui n'a pas la possibilité ne peut pas aller dans ce sens. Il y aurait une justice à 2 vitesses. Mais même sur le terrain de l'opportunité politique, quand on parle de médiation, ça veut dire qu'on plaide coupable. En droit français, il y a ce qu'on appelle le plaider coupable. Ça existe. Ça a été introduit récemment. Ça veut dire que l'individu qui a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, par exemple, ou pour des petites infractions, peut reconnaître sa culpabilité et négocier sa peine avec le procureur. La peine sera entérinée par la juridiction de jugement. Mais ici, on dit... reconnaissez, on va dire à un homme politique, s'il s'agit d'un homme politique, reconnaissez que vous avez volé, donnez ce que vous avez volé, enfin une partie de ce que vous allez voler, et on vous laisse. Mais quel est l'avenir politique de cet homme? Est-ce que vous pensez que moi je voterai pour quelqu'un qui reconnaît devant la juridiction, j'ai volé 80 milliards, j'ai laissé les 60 milliards, je garde les 20 milliards, et après je viens me présenter devant vous pour les élections politiques, pour les élections? Non. Ça veut dire que son avenir politique est terminé. Et personne ne reconnaîtra effectivement cette médiation. Alors, il y a eu une tentation de médiation dans ces affaires d'enrichissement illicite, c'est l'ancien directeur du cadastre, qui effectivement a voulu aller dans ce sens, et à un certain moment, il y a eu une mésentente et la médiation a été remise en cause. Mais la médiation existe bien. Elle existe comme la transaction, elle existe comme un mode alternatif de règlement des litiges, et c'est tout à fait possible, mais c'est possible pour les infractions de moindres envergures. Pas pour des infractions quand même dont on parle de 400 milliards, de 600 milliards, de 800 milliards, etc., etc., etc. Alors, pour répondre à Mme Niang, sur ce qu'on a dit, le prononcé de solutions politiques à la place de solutions juridiques, en ce qui concerne la grâce et l'amnistie. Alors ça existe partout, même en France ça existe. C'est-à-dire que l'amnistie, c'est une loi votée par l'Assemblée nationale allant dans le sens de... la grâce, c'est exactement pareil, ce n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, c'est une loi, c'est une décision du président de la République de gracier des individus à la fin de l'année par exemple, ou en début d'année, pour désengorger un petit peu les prisons. Alors, c'est vrai que les pénalistes critiquent ce qu'ils appellent cette immixtion de l'exécutif ou du législatif sur le judiciaire. Parce que ça concerne l'exécution des peines. Donc ça relève du domaine judiciaire. Donc le président de la République n'a rien à voir là-dedans. L'Assemblée nationale n'a rien à voir là-dedans. Sauf que bon, l'amnistie, la loi Ezzan par exemple, et d'autres lois, ce sont des lois de paix sociale. Que désormais, etc., etc. Donc selon la position qu'on peut prendre par rapport à cela, on peut être pour ou contre. Par contre, on a vu récemment que l'un des braqueurs, si on revient sur le droit commun, à Thiès, le gang de Thiès qui a été démantelé, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui avait été condamné à 12 ans de prison au niveau de la cour d'assises, qui un an après est ressorti de prison, et malheureusement, c'est cette personne-là qui a été arrêtée et qui est décédée. Donc on se pose la question de savoir comment il a fait. Comment elle a fait pour sortir de prison. 12 ans de prison alors que c'est un multirécidiviste. Il avait été condamné auparavant. Il sort, il rebraque, il est maltraité, j'en sais rien. En tout cas, il est mort. Mais comment il a fait pour 12 ans de sortir tout de suite?
c'est un problème. Est-ce que c'est l'administration pénitentiaire qui est fautive ou est-ce que c'est une décision de justice? Il faudrait, d'ailleurs, justement, les droits de l'homme disent qu'il faut creuser pour aller voir réellement ce qui s'est passé, comment il a pu bénéficier d'une libération conditionnelle. Parce que la libération conditionnelle en droit sénégalais, là, elle est très dure. Il faut avoir purgé les 2 tiers de votre peine. Il faut avoir purgé les 2 tiers de votre peine. Il ne faut pas purger les 2 tiers de sa peine. Comment il a fait pour ça? Il ne faut pas vous le dire. Ok. Alors, pour M. Diem, c'est vrai, vous avez relevé la complexité de la délinquance d'affaires et le fait effectivement que l'enrichissement illicite n'ait pas été défini. C'est vrai. J'ai dit que l'enrichissement illicite n'est pas défini, mais en matière pénale, lorsque la loi est floue, elle est imprécise ou elle est imprécise, le juge ne doit pas dire je ne peux pas ne pas appliquer cette loi. Vous avez parfaitement raison, c'est un déni de justice. Donc le juge doit appliquer la loi, il doit interpréter. Il y a des formes d'interprétation qui ne peut pas utiliser, l'interprétation par analogie, par définition, mais il doit interpréter la loi de façon stricte, mais il ne peut pas dire bon, la loi n'a pas été définie, donc en conséquence, je m'en lave les mains. Alors, ce qu'il peut faire autrement, c'est éventuellement peut-être de poser la question à un niveau supérieur, de demander un avis, par exemple, devant la juridiction supérieure, pour que la juridiction supérieure lui dise quelle est la philosophie de la loi d'après l'exposé des motifs, ou qu'est-ce que le législateur a entendu aller dans tel ou tel sens. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas, quand il aura sa réponse, il pourra aisément aller dans tel ou tel sens. Alors, le conflit de juridiction, entre la Haute Cour de justice et les juridictions ordinaires, mais ça, c'est du fait même de l'imprécision de l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, c'est de la corruption. Ça découle de la corruption, c'est un élément de la corruption. Or, la corruption est dévolue devant les juridictions normales, devant le tribunal correctionnel. Alors, pourquoi on n'irait pas devant le tribunal correctionnel? Ça veut dire que le tribunal correctionnel peut se déclarer compétent pour dire que je veux connaître de l'enrichissement illicite. Or, l'API a été créée pour cette juridiction spéciale. C'est vrai que sa spécialité fait en sorte qu'elle l'emporte sur la juridiction normale, mais il y a autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est le fait qu'on a une jurisprudence antérieure par rapport à un homme politique qui est poursuivi qui a été dans l'un des chefs d'inculpation et l'enrichissement illicite. Donc, en général aussi, la loi dit, si tel est le cas, il faut déférer, il faut renvoyer la personne devant la Haute Cour de justice. Donc, on aurait dû aller devant la Haute Cour de justice. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le conflit de compétences. Quelle est la juridiction qui est compétente dans tel ou tel domaine? Si on était dans le système français, c'est vrai, c'est réglé par la Cour suprême, d'une manière générale. C'est réglé aussi, si on avait un double ordre juridictionnel, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, ça aurait été réglé en France par ce qu'on appelle le tribunal des conflits. Mais on n'a pas ça. On a juste un seul ordre juridictionnel, avec des conflits de compétences possibles, mais la loi a bien fait les choses en ce qui concerne l'enrichissement illicite. Elle dit bien, si la personne concernée relève d'un statut politique, d'une manière générale, elle doit être renvoyée devant la juridiction de la Haute Cour de justice. D'ailleurs, même la décision de la Cour de la CEDEAO l'a dit. À mon avis, si on respecte les dispositions des normes supérieures, il faut aller devant la Cour de justice. Alors, Kevin a posé quand même une question importante sur les affaires pendantes. Tout le monde en parle. Enfin, c'est deux choses. Par exemple, moi j'en parle en tant que professeur, en tant qu'enseignant à l'université. Ça, traditionnellement, dans les états de droit, même sur les affaires en cours, partout, les professeurs d'université de la discipline, ça peut être de la sociologie, du droit, ou je sais pas, par rapport à une affaire déterminée, ont, par rapport au droit d'expression et d'éclairage, la possibilité d'informer. Voilà, on informe, on dit, voilà, comme par exemple le conflit de compétences, voilà comment ça marche. La loi de 1981, pourquoi elle est dans tel sens, pourquoi elle est précise, pourquoi elle n'est pas précise. On peut donner des éclairages. On peut donner des éclairages. Ça, la loi nous le permet. Et heureusement, puisque les citoyens sont en attente d'une information. Alors, par contre, il y a autre chose de problème. Et où c'est que vous avez au Sénégal une tendance à ce que l'instruction soit violée. Vous avez au niveau des médias, tous les jours,
ce qui s'est passé à la CREI, ou tous les jours ce qui s'est passé au tribunal régional, ou tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fuite qui a été organisée. Ça veut dire qu'il y a une fuite qui a été organisée pour les médias. Et les médias sont même informés avant les juges, ou avant les professeurs de droit, ou avant, etc. etc. Donc, on sait que l'instruction est secrète d'une manière générale pour ne pas porter atteinte aux droits des uns et des autres. Or, on retrouve tout ce qui a été dit au niveau de la gendarmerie ou au niveau du juge d'instruction, on les retrouve au niveau des médias. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la fenêtre de l'information. Dans la procédure pénale, il y a ce qu'on appelle la fenêtre de l'information. Le procureur, par exemple, a le droit, par rapport à une affaire grave, on parle d'enrichissement illicite ou on parle de meurtre, dont l'ordre public est carrément atteint, parce qu'on vous parle de milliards, hein. On théorise la traque des biens mal acquis. Les biens mal acquis n'existent pas en droit pénal. Attention, on parle d'enrichissement illicite, pas de biens mal acquis. Hein, ce n'est pas dans le code pénal. Donc ça, c'est une construction sociologique. Mais quand on parle de milliards et de milliards, le procureur qui arrête quelqu'un, enfin, quand quelqu'un est arrêté, est en droit de s'adresser au peuple sénégalais, comme au peuple français, comme on le voit tous les jours, pour dire voilà ce qui s'est passé. Mais voilà ce qui s'est passé ne veut pas dire aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé. Il doit donner des bribes d'informations. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous arrêtez quelqu'un, il est présumé innocent jusqu'à ce que la juridiction l'ait déclaré coupable. C'est pas nous qui sommes juges, c'est la juridiction qui est juge. Non, on ne peut pas présumer de la culpabilité de quelqu'un. Il n'y a pas de présomption de culpabilité en droit sénégalais ni en droit français. Il n'y a que la présomption d'innocence. Donc le procureur lui-même, il doit y aller petit à petit en disant, voilà, nous avons arrêté telle personne pour tel chef d'inculpation, l'affaire est en cours, on s'arrête là. Mais il ne peut pas livrer sur la voie publique tout ce qu'il a relativement aux éléments d'enquête qu'il a eu à mener avec la police ou la gendarmerie. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez déjà, il y a des fautes qui ont été commises du procureur, une fuite d'informations organisée par le juge d'instruction, puisque l'information est sortie, etc., etc. Les médias sont informés. Donc, à plus forte raison, vous voulez empêcher que des éclairages soient faits par ceux qui enseignent tel ou tel domaine. Non, c'est pas possible. Donc, il faut que les uns et les autres puissent être informés. Alors, c'était, je crois, la dernière question. Voilà. Voilà, donc on va passer la parole à Madame Nia. Oui, Madame Nia, il y a un message. Voilà. C'est en fait par rapport aux conclusions, parce que nous allons après suspendre des travaux et il y a une deuxième session que nous allons faire à Saint-Louis pour essayer de rédiger les actes du colloque, parce que je pense que les thèmes qui ont été abordés ici sont extrêmement importants. Alors on voulait profiter un peu de la présence de Aïdania qui est très actif au plan politique et pour essayer de voir un peu si on peut dégager quelques axes de recommandation du colloque pour n'est-ce pas, essayer d'améliorer le fonctionnement en politique et juridique. Personnellement, merci M. Seck de me redonner la parole. Vous me pardonnez d'avoir un peu le trac parce que quand il y a les professeurs d'université en face, des fois on a peur de faire des erreurs. Mais les recommandations en fait que je voulais faire, tout en répondant peut-être à M. Thiam qui n'est pas présent, c'est qu'une loi elle est une loi. Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, dès l'instant où une loi elle a été votée, quelles qu'en soient les conséquences culturelles, sociologiques, etc., la loi elle doit être appliquée. Et je pense que des rencontres de ce genre devraient nous aider à aller dans ce sens. Sur le plan économique, sur le plan des politiques, sur le plan de l'enrichissement illicite, le fait que M. Boiré puisse être, de mon avis, en disant qu'une médiation pénale ne peut en aucun cas être faite au Sénégal, parce qu'elle est pédagogique. Nous avons eu l'indépendance depuis plusieurs années. Je pense que M. Johan, tout à l'heure, il a parlé
il a parlé de la Cour des comptes. Il a parlé du fait que c'est plus les politiques qui sont enclins à comment dirais-je, à s'enrichir de manière illicite. Et qu'aujourd'hui, en mettant en place des cours, la CREI, on peut en discuter, la haute cour de justice, pour savoir quelle est en fait la structure la mieux adaptée pour juger. Mais néanmoins, le fait que des hommes qui ont eu à avoir des postes de responsabilité puissent aujourd'hui être entendus, qu'ils puissent être jugés, je pense que en réalité, c'est un avancée, je veux dire, politique, et ça nous aide, nous, en tant que jeunes, à pouvoir plus nous engager et à savoir que c'est notre avenir, en fait. Les milliards qu'ils sont en train de dire, peut-être que c'est la pension que je devrais avoir d'ici une trentaine, une quarantaine d'années, etc., et que nos avoirs pourraient être en réalité respectés et que les gens ne pourraient pas y toucher. Parlons de la loi sur la parité, j'y reviens. J'avais posé la question parce que personnellement, j'avais introduit un recours. Et quand vous dites qu'il faut pousser l'autorité à respecter la loi, c'est un huissier qui est parti au niveau de la préfecture déposer. Mais le préfet nous dit que lui, il n'a d'ordre de recevoir que du ministre de l'Intérieur. Quels sont les recours qui sont donnés à la population pour pouvoir les contraindre à respecter cette loi-là? De ce point de vue, on est un peu laissé à nous-mêmes parce que nous ne sommes pas des juristes. Et comme on l'a dit hier, tout le monde est censé connaître la loi, mais ce n'est pas tout le temps en réalité le cas. Et pour terminer, il y a une citation qui a été dite hier. Quand on dit que la confiance n'est plus décrétable et doit être justifiée. Et aujourd'hui, la conscience que nous avons par rapport à nos hommes, par rapport à ces institutions, par rapport à la CNRI, le fait que ces genres de colloques puissent être organisés, que les gens puissent en réalité échanger, je pense qu'elle nous aide à justifier cette conscience que nous avions eue par rapport à ça. Et pour terminer, nous pensons qu'il faut une séparation stricte des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais aujourd'hui, la mainmise que l'exécutif a sur le pouvoir judiciaire, c'est ça, de manière, je perds les mots. C'est le problème. C'est le problème et il faut le faire. Merci de m'avoir donné la parole. Elle a été coordinatrice des jeunes de mémoire, je pense qu'elle est toujours. Je suis toujours. Voilà, c'est bon. Alors, je voulais un peu compléter son exposé parce qu'il a. Bon, j'ai eu à rencontrer Adania lors du lancement du livre blanc sur l'élection de 2012 que la GIA avait publié au Grand Théâtre. Je pense que c'était en janvier ou 2013. Et nous avions émis un certain nombre d'idées et de propositions pour faire avancer la démocratie sénégalaise. Et ce colloque sur les réformes est aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de préoccupations. Et là, on a parlé tout à l'heure des rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Mais il n'y a pas que ça comme problème, nous l'avons dit au début du colloque. Il y a aussi l'Assemblée, l'exécutif et l'Assemblée, les questions de gouvernance. Et ce sont des points sur lesquels nous reviendrons en tout cas à la fin du colloque parce que nous ferons une session d'un atelier à Saint-Louis, comme je le disais, pour finaliser un peu les rapports. Et ce sera l'occasion de faire des recommandations allant dans le sens d'une séparation entre les pouvoirs. Et voilà pourquoi, pourquoi je militais au début, je reviens un peu à la fin concernant la nature du régime politique. Parce que tout ça pose un problème de nature du régime politique. La séparation des pouvoirs. Si vous demandez à un berger comment faire pour éviter des conflits dans un truc où il y a quatre gros béliers, il va vous dire qu'il faut les isoler, c'est tout. Il faut les isoler. Donc comment faire pour isoler chaque pouvoir? Voilà un peu le défi auquel nous serons confrontés. Ça ne va pas être facile, mais peut-être qu'on pourra, sur le plan intellectuel, pédagogique, essayer de pousser un peu chacun de son côté pour faire avancer la démocratie sénégalaise. Et je voulais dire le mot de la fin, c'est pour moi, après je laisserai le soin à mon doyen Mayacine Diagne de clôturer ces travaux. C'est que, je le disais tout à l'heure à M. Fall, le représentant du ministère du Travail, que tous ces débats juridiques, politiques, n'ont en fait de sens que si il y a des répercussions au plan social. L'objectif du pouvoir, c'est de rendre heureux les gens, le bien-être social. Et c'est pour ça que sa présence est ici très symbolique. Il a eu à intervenir en dernier. Et on voit qu'en fait, nous sommes tous préoccupés par le social. Et c'est l'objectif.
Voilà pourquoi nous allons proposer, je le réitère aussi au niveau de la GIA, nous en avons informé l'État, que nous allons proposer la mise en place d'un observatoire de l'équité sociale. Et cet observatoire de la gouvernance et de l'équité permettra à chacun d'entre nous, par des réseaux sociaux, n'est-ce pas, par même des SMS, d'attirer l'attention des autorités sur un certain nombre de problèmes. Et nous allons travailler avec le ministère, n'est-ce pas, du Travail, pour éviter la répétition sur ces aspects. Et j'espère qu'au bout du compte, nous pourrons faire avancer encore la démocratie, parce que la démocratie est quelque chose qui s'apprend chaque jour. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Merci. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci. Et vraiment, nous sommes très satisfaits. Ces journées ont été très bien comblées. Et peut-être pour la session de Saint-Louis, on va prendre la liste des participants pour éventuellement échanger ainsi que leur mail avant de partir. Comme ça, nous pourrons garder le contact. Et vos contributions sont attendues. J'ai peut-être donné l'adresse mail de l'association, c'est très simple. C'est Association Juristes Africains au pluriel, association au singulier, juristes au pluriel, africains au pluriel, @gmail.com. Donc on pourra, si vous avez des contributions, même vos notes de colloque, on en a besoin pour alimenter la discussion, vous pouvez toujours nous les envoyer comme contribution. Voilà, Monsieur le Président, cher doyen. Merci, Monsieur le coordonnateur, que je voulais dire. Monsieur le secrétaire de la GIA. Je crois qu'il faudrait que, d'entrée de jeu, qu'on félicite et qu'on remercie l'Association des juristes africains. Ils ont, à mon avis, fait œuvre utile. Je crois que depuis 2 jours, nous avons travaillé. Nous avons parcouru de long en large les institutions de la République, de toute nature. C'est vous qui parlez tout à l'heure de régime. Que ce soit les institutions locales, que ce soit la réforme des collectivités locales, que ce soit la réforme de la Constitution, que ce soit la réforme du pouvoir judiciaire, comme le disait l'autre hier, que ce soit les institutions locales, sociales. On a parcouru aujourd'hui le droit du travail, la législation du travail, aller jusqu'à montrer qu'au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi, qu'il y a même un organe qui est assez original dans le cadre de ce mouvement. Ça a été riche et je crois que nous autres universitaires, nous en gagnons. C'est vrai qu'aujourd'hui, en réalité, on a parlé, les universitaires sont un peu en conflit avec les pouvoirs au niveau de cette loi, mais en réalité, les universitaires ont prouvé aujourd'hui qu'on ne peut pas faire marcher le pays sans eux, parce qu'ils sont la conscience du peuple. Et un pays ne peut pas se développer sans enseignement, sans éducation. Parce que tous les progrès des peuples commencent par la science et l'éducation. Et les enseignants, les universitaires sont détenteurs de ce pouvoir et de cette science. Ils sont incontournables. Voilà que donc on a assisté aujourd'hui à une fête scientifique. Et que cette fête scientifique va se continuer à Saint-Louis. Je voudrais vraiment remercier et féliciter tout le monde, surtout vive l'association des juristes africains. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Président. Maintenant, je crois qu'on peut déclarer clos la première session du colloque sur la réforme des assises au Sénégal. La réforme des institutions, sur les assises, sur la réforme des institutions au Sénégal. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Très bien. C'était très bien. Merci. Vous entendez à la radio, à la télé,
Ah, d'accord, Le numéro. Ton numéro. Je voulais prendre ça aussi. Moi, je suis au 77. On va comment faire D'accord. Moi, j'ai besoin de toi parce qu'à l'agent, on a une maison d'édition aussi. Oui. On sort des livres, tout ça. Donc, par rapport au comité de lecture, tout ça. D'accord. Parce que déjà, je suis secrétaire manuscrit dans mon temps. Vous serez à ELGA. Quand vous appelez, ah oui, on en peut toujours m'avoir. Je prends le sciences politiques de Saint-Denis aussi. D'accord. Et là, on est sur 2 ou 3 livres là. D'accord. Donc écoutez, je vous envoie rapidement ce soir. Bien sûr, on va. Ça, vous voulez aimer. Ah oui, oui. Si j'ai vos adresses, on pourra créer un groupe quoi, vraiment. Il y a un groupe pour partager quoi. Hein, c'est ça l'objectif. Vous avez laissé votre mail? Oui, j'avais. Voilà. Voilà. Et l'adresse mail. Professeur. Mais félicitations. Merci beaucoup. Vous avez été d'une grande utilité. Du courage, professeur. Merci beaucoup. Du courage. Vous avez laissé votre mail? Oh, tout. Ok. Badji m'avait dit de venir. Très bien. À bientôt. À bientôt. Voilà. Après, les rapporteurs là. Mais contamment, On ne peut que être d'accord. Non, vous inquiétez pas. Ils sont pas dans le sens de la lettre. La lettre que je vous avais remise. Oui, hier. Ah, d'accord. Ça va? Ça va. C'est comment encore? 50. C'est un gars très sérieux. 52. 50. Ok. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Mais vous avez mon adresse mail. Donc on garde le contact. D'accord, il va me donc c'est secogo@gmail.com, c'est très simple. Secogo, comme mon nom, secogo, gmail.com. Non. Il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. Ça va. Lady, allez-y. Ceux qui ont soif, il y a de l'eau. Hein. Donc la semaine là, vous n'êtes pas à Dakar.